Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, 16e épisode de la Monday Night War. Nous sommes le 18 décembre, donc on va se faire comme d'hab un Raw, un Nitro en compagnie de Dimitri. Salut Dim. Bonjour Yann, bonjour Yann. Ah, d'accord. Tu dis pas bonjour aux gens? Hein? Tu dis pas bonjour aux gens, tu dis bonjour que à moi. Toi tu as dit salut Dim, alors moi je dis bonjour Yann. Mais on parlera des gens après, non? Je sais pas, moi je les avais déjà salués. Bonjour les gens. Bon alors, bienvenue dans le monde de la WCW où tout est au même niveau et on en arrive à carrément ne pas faire la promotion des matchs pour le championnat du monde, quoi. Exactement. Et on a une fin de Raw digne des plus beaux épisodes des Feux de l'amour. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pour les Feux de l'amour, je vous invite à réécouter en intégralité, bien entendu, l'épisode d'il y a 2 semaines, du 4 décembre, dans lequel je parle comment ma femme avait, en 2007 ou 2008, participé en tant que, comment on dit, figurante à un épisode des Feux de l'amour. Ça, c'est incroyable. Hein. Allez, vraiment, alors, un bel accomplissement. Ah, bah écoute, ça, et ensuite elle se marie avec moi. Donc c'est une belle réussite de vie. Double réussite, bah oui. Voilà. Alors tu vas nous parler de Raw, mais avant ça, je pense qu'il serait opportun, vu que c'est le dernier Raw de l'année, car le 25 décembre prochain, il n'y aura qu'un Nitro, donc ce sera un épisode un peu raccourci qu'on va vous faire. À faire un petit point sur les chiffres des pay-per-view de 95 depuis le début de la Monday Night War. Qu'est-ce que t'en penses ? Vas-y, avec plaisir. Donc ce Raw, on est le 18 décembre, on est à Newark dans le Delaware, devant 4000 personnes. L'émission fera 2,3 millions de téléspectateurs, contre 2,7 pour Nitro, qui est largement en tête aujourd'hui. Et de nouveau, là, on est au niveau de 5 millions de téléspectateurs. Donc on assoit de manière pérenne, on va dire, une grande quantité de téléspectateurs, qui est en progression. Donc le point sur les 3 mois et demi de Monday Night War, lors de ce dernier tête-à-tête en 95, parce que le prochain, ce sera le 1er janvier. Donc on a eu, au niveau des audiences, on a eu 6 semaines qui ont été dominées par la WCW, on a eu 7 semaines qui ont été dominées par la... 6 semaines dominées par la WWE, 7 semaines dominées par la WCW, et 2 semaines où il y a eu égalité. Donc, grosso modo, c'est égalité totale, quoi. Ouais. À peu près. Oui, En termes d'achat des pay-per-view, au mois de septembre, il y a eu Fall Brawl et In Your House 3. Fall Brawl a été acheté 95 000 fois, In Your House 3 a été acheté 160 000 fois. Mois d'octobre, Halloween, 120 000 achats, qui distance de 30 000 achats le In Your House 4, qui n'a été acheté donc que 90 000 fois. Ça, c'est les Monster Trucks, ça. Ouais. La Troisième Guerre mondiale, 90 000 achats. Pour les Survivor Series, 128 000. Et pour le mois de décembre, alors avec un tout petit peu d'anticipation, parce que In Your House 5 a eu lieu hier, mais Starrcade n'aura lieu que dans 9 jours. Starrcade sera acheté 75 000 fois, In Your House 5, 70 000. Donc si on fait le total, sur cette Monday Night War, en termes de pay-per-view, la WCW a vendu 380 000 pay-per-view contre 448 000 pour la WWE, qui donc, le business model du milieu des années 90, ça reste les house shows et ça reste les ventes de pay-per-view, sachant que la WCW faisait peu de house shows et que la WWE en faisait beaucoup mais peu rentable. Financièrement, on va dire, en termes d'opération pure, la WWE est toujours un petit peu devant. Le problème, c'est que la WCW a une grosse trésorerie dans laquelle elle peut piocher pour pallier à son manque de rentabilité. C'est ça. Et c'était un plaisir de... Oui, non, c'était un plaisir, ce petit point. On aurait dit Dean Douglas, là, qui écrivait sur son tableau. Là, c'était vraiment passionnant. Donc, allez, vas-y, je te laisse nous faire ce petit Raw. Ouais, donc comme tu l'as dit, c'est le dernier Raw de l'année. On commence tout doucement la route vers le Royal Rumble. Ce soir, on a Yokozuna contre Razor Ramon pour le titre intercontinental. Et on démarre le show avec le retour de Jeff Jarrett à Raw. On ne l'avait pas vu depuis quasiment 6 mois, je pense. Depuis donc, In Your House 2. Voilà, donc nous, on ne l'avait pas vu pour l'instant dans la Monday Night War. C'est sa première apparition. Il faut juste savoir que la veille, il a attaqué Ahmed Johnson à In Your House. Donc c'était son retour, il lui a plutôt bien rossé la gueule, c'est le premier à l'avoir fait. Plutôt bien rossé la gueule. Oui, c'était assez efficace hein, quand même. Donc voilà, là c'est son match de retour, le premier match du show, donc Jeff Jarrett contre Feladif Fatou.
Pour un retour, franchement, il est pas très over, hein. Les gens ont un petit peu oublié son personnage. Il fait ses petits trucs, sa démarche, sa guitare, mais sans vraie réaction. Pendant ses vacances, franchement, il a pas révisé son code samoan parce qu'il s'en prend à la tête de Fatou. Alors à chaque fois, tu te Son dis code putain. Samoan. Non, mais à chaque fois, tu te dis non, et franchement, comment c'est possible que des catcheurs fassent encore ça? Ça n'a pas d'effet sur Fatou. À un moment donné, le tournoi du match, Fatou se blesse à l'épaule en s'explosant là contre le coin du ring. Bon, évidemment, hein, ça, on va même pas le mentionner tellement c'est présent, mais Lawler en profite pour un racisme à tout va sur les origines, sur son île, etc., etc. Enfin, Jerry Lawler, le racisme, c'est vraiment un mariage parfait. C'est un peu le Pierre Ménès du catch. Oh, j'ai vu ça aujourd'hui, là, j'ai vu ça ce matin. Pierre Ménez qui a dit que je sais plus quoi, bon, racisme anti-blanc, tout ça. Ne me lance pas sur des trucs qui m'énervent. Mais non, c'était hier. Ah, mais moi j'ai vu ça ce matin. Je suis Ah. un petit peu en retard, tu sais, moi j'habite à Strasbourg, c'est pas une mégalopole Ah, mais comme moi toi. je suis sur Twitter, mec. Ah bah D'ailleurs, ouais, bah ouais. arrobase Wrestling Clinic sur Twitter. Ou Chip Pop. Comment ça se finit? Oui, ça se finit avec une DQ parce qu'on a Ahmed Johnson qui intervient pendant la prise en 4 de Jeff Jarrett. Alors autant Jeff Jarrett, tout le monde s'en fout, autant Ahmed Johnson, il est over, bordel. Hein. Putain, franchement, ses premiers mois sont quand même hyper réussis. Enfin, Moi je l'adorais. Et puis il y a quelques semaines, on parlait à Han Ben. Oui. Enfin, on parlait de Han Ben. Han Ben, Oui. c'était son catcheur préféré, Ahmed Johnson. Ah oui, mais Ahmed, oui, de toute façon, encore maintenant, quand tu lui dis catch, il te répond Ahmed Johnson en 2019. Et d'ailleurs, sache que ce matin même, je lui ai parlé à Han Ben, car pour ma société, j'ai fait une petite campagne de pub sur Facebook. Et j'ai vu que quelqu'un a liké, et donc parce qu'elle est géocentralisée sur Strasbourg et certaines villes, etc. Donc j'ai regardé le profil de la personne, j'ai vu un ami en commun, j'ai vu qu'on était amis en commun avec Anne Ben, donc je lui ai demandé qui c'était, pour voir un petit peu s'il y avait une piste pour un voyage à Bali. Voilà, c'est tout. Mais oui, Anne Ben connaît beaucoup de monde. Mais on en parle beaucoup, hein. Il va falloir qu'on salue d'autres personnes aussi à plein d'autres moments. Très bien. Oui, ouais, pour l'égalité. Ouais, donc bref, Ahmed Johnson, vraiment, si tu étales ses débuts là, sur le premier mois ou un peu plus, c'est parfait. Hein. Franchement, c'est très très bien. Ensuite, on a des informations concernant le Royal Rumble avec le Doc Hendricks qui interview Gorilla Monsoon, qui annonce que le match pour le titre WWE au Royal Rumble, ce sera Bret Hart contre l'Undertaker. Il parle aussi un peu de ce qui vient de se passer et il dit qu'il punit Jeff Jarrett pour ses actions et qu'il ne participera pas à la bataille royale, mais à la place, il devra affronter Ahmed Johnson dans un combat 1 contre 1. Et oui. Alors là, il a perdu au change, le petit coco, moi je te le dis. On passe ensuite toujours au plaisir d'une promo de Goldust. Alors là, Goldust, il est encore plus sensuel que d'habitude. Moi, il me semble qu'il a Razor Ramon à la bonne. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre deux. À la bonne. Oui. Donc voilà, un petit teaser pour peut-être ce qu'on va voir plus tard. On a ensuite des images de la confrontation entre Diesel et l'Undertaker à In Your House de la veille. Mm-hmm. Diesel apprécie pas trop le fait que Undertaker soit l'aspirant numéro 1 au titre mondial. Il aimerait bien être à sa place. Là, t'as Paul Bearer, moi, qui m'a fait vraiment éclater de rire parce que Paul Bearer, avec sa voix de Paul Bearer, etc., qui dit à Diesel t'es pas très cool pour quelqu'un qu'on appelle Big Daddy Cool. Et franchement, je pense qu'ils faisaient tous des cours de répartie, quelque chose comme ça. Non, mais... En plus, tu vois, si c'était juste dit comme ça, mais là, avec la voix de Paul Bearer, c'est irréel. Franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, on a ton copain Bob Holly dans un deuxième match contre Buddy Landel qui fait ses débuts à Raw. Alors, il avait déjà bossé la veille à In Your House. Il s'est d'ailleurs fait éclater par Ahmed Johnson. Mais donc, c'est sa première gueule. Rosser la gueule par Ahmed Johnson, c'est sa première apparition à Raw. Le problème, c'est qu'on nous le présente pas du tout. Tes spectateurs, tu te démerdes. Tu ne sais pas qui est ce mec-là. On te parle pas de son passé, on te parle pas de son perso. Donc pour l'instant, on va dire que c'est quoi ? Alors on va faire honneur à Ian Colby en disant que c'est Greg Valentine qui a mangé Paul Orndorff, le narcissique. Greg Valentine pour les cheveux et Paul Orndorff pour le personnage. D'accord. Ça te va ? Ça me va. Ça donne un petit peu, ouais, bon, c'est Buddy Landel, c'est pas un catcheur, comment dire, très. Non, mais c'est une merde absolue, quoi. Oui, voilà. Écoute, on va le dire comme ça. Non, mais je veux dire, dans la section copiage éhonté
qui ne Oui. marche pas. Là, on est au top dans le copiage éhonté et on est au top dans ça ne marche pas, quoi. Oui. Bah, j'essayais de dire les choses un peu plus délicatement, mais oui, on va dire Non, que mais c'est il de la faut merde. pas, il faut Ouais, pas, voilà. il faut pas, il faut pas. Pendant son entrée, on a le doc qui vend des jeux vidéo, WrestleMania Arcade Game sur PlayStation, sur Super Nintendo et sur Sega Genesis. Donc là, ça nous fait voyager quand même très très loin. Oui, comme tu disais, Buddy Lundell, voilà, bon, ça marche pas parce que c'est un style qui est hyper old school, qui pouvait éventuellement marcher à l'époque de la NWA, mais qui là, pour la nouvelle ère WWE, de présenter un personnage comme ça en 95, ça marche pas du tout. C'est un travail qui est hyper méthodique au sol, les gens s'endorment. Et Alors, quand ça paix à commence, son âme, hein, parce qu'il est décédé en 2015. oui, 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 mais bon, voilà, les gens s'endorment, les gens réagissent à rien. Quand ça commence à chauffer, tout le monde s'en fout. Le match est 13 fois trop long et 13. un peu à la surprise, enfin à ma surprise en tout cas, Buddy Lundell qui s'était fait squasher par Ahmed Johnson gagne avec une descente du coude. Pas une descente du coude de la troisième corde ou je sais pas quoi, avec une descente du coude. Ouais. Point. Voilà, donc bon, on espère s'échapper rapidement de ça, mais malheureusement, après la pub, on aura le Brother Love Show avec Ted DiBiase. Vite, passons. Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, on récap des choses qui se sont passées la veille avec le Père Noël qui attaque Savio Vega. Non mais rien que de dire ça, c'est incroyable. Le Père Noël attaque Savio Vega avec son sac de jouets là. Et maintenant, donc, Ted DiBiase dit que le Père Noël fait partie de la $1 Million Corporation. Bah, Ok. il lui faut de grosses ressources, hein, pour acheter les cadeaux de tous les enfants. Oui, c'est vrai que oui, d'un point de vue financier, le partenariat fait sens. Il annonce aussi quelque chose, alors qui là veut pas dire grand-chose, mais quand on sait ce que c'est devenu, évidemment que c'est intéressant. Il dit que 1996 sera l'année de la $1 Million Corporation et surtout l'année de l'introduction du $1 Million Champion. Alors on a hâte de savoir qui ça va être, n'est-ce pas? Moi, je sais. Toi, tu sais? Ne le dis pas encore. Je le dis pas encore. Mais là, du coup, bon, ça va. Franchement, c'est horrible, mais c'est assez court pour que ça soit tolérable. On continue avec une promo du Raw Ball. On sait toujours pas ce que c'est à ce moment précis. On Bah, nous annonce que c'est un truc. c'est une machine dans une usine, hein. Voilà. Non, mais là, franchement, on nous annonce que c'est un Raw Ball, que ça va être des catcheurs avec thématique football américain, mais on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce que c'est. On n'a C'est pour te aucun donner indice. envie de regarder pour découvrir ce que ce sera. On n'a aucun indice. Est-ce que c'est une bataille royale? On n'a aucun indice sur ce que c'est. Le troisième match du show déjà, Razor Ramon contre Yokozuna pour le titre. Rasoir jambon. Voilà, contre Yokozuna, le japonais, pour le titre intercontinental. C'est le seul titre qui manque au palmarès de Yokozuna, donc ça fait sens qu'il veuille récupérer ce titre intercontinental. Dès l'entrée, on a Goldust qui est là sur son siège de réalisateur, qui observe au loin. On voit des images de In Your House hier soir où Goldust transmet secrètement une lettre à Ted Pettingill en lui disant de la donner à Razor Ramon. Et là, on voit Razor Ramon en train de la lire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air de beaucoup lui plaire. Il n'a pas l'air très enchanté, il la jette à la poubelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Là, on le voit pendant son entrée. Et alors, les mind games de Goldust continuent parce que pendant l'entrée de Razor Ramon, il y a des paillettes dorées qui tombent du plafond, qui tombent sur Razor Ramon. Tout ça, c'est génial. C'est génial. Over the plafond. Over the plafond. Tout ce que fait Goldust, c'est merveilleux. On le voit en écran partagé. Et là, au lieu de faire une promo comme on pouvait s'y attendre, il utilise la caméra pour se recoiffer. Donc ça c'est parfait. Enfin, des petits niveaux de détail. Oui, non, mais c'est génial. Il dit absolument rien, il se recoiffe. Bon, le match, c'est compliqué, hein, parce que voilà, l'attaque de Razor Ramon en général, c'est quand même plutôt des slams, des trucs un petit peu, des prises un peu puissantes, etc. Sauf que là, contre Yokozuna, il peut rien faire. Donc on a que des coups de poing, quasiment que des coups de poing, et franchement, on se fait chier parce que ça dure assez longtemps. Oui. Le meilleur moment du match, alors je sais que ça va te faire rire. Le meilleur moment du match, c'est une pancarte au premier rang où il y a marqué Gay Dust. Pancarte, meilleure pancarte de l'année. Gay Dust, au moins c'est clair, il n'y a rien d'autre dessus. Là, franchement, pareil, on ne comprend rien à ce qui se passe. Le match dure depuis un petit temps. Les lumières s'éteignent. Enfin, on joue un petit peu, genre c'est des problèmes techniques, etc. Mais en fait, c'est l'Undertaker et Paul Bearer qui arrivent avec un cercueil. Ouais. Alors là, mais
Là, par contre, ça Vraiment. booste quand même. Quand les lumières s'éteignent et tout, là, la foule comprend ce qui se passe et Oui, ça redevient cool. mais quel est le sens de tout ça? Eh bien, écoute, l'Undertaker a battu Mabel hier à In Your House, donc il maintenant se dirige vers d'autres cibles, sauf qu'il s'est gouré parce que c'est pas la bonne, parce qu'il va affronter Oui, c'est Bret ça. Hart au Rumble. C'est donc, ça. C'est ça, c'est que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se fait chier avec Yokozuna alors qu'on vient de l'annoncer qu'il est aspirant au titre? Et par contre, ce qui est génial, c'est que, mais franchement, il faut vraiment insister sur ça, c'est que à la seconde où Yokozuna voit le cercueil, il se barre en courant. Mais genre vraiment, il voit le cercueil, il sort du ring et il se casse. Alors là, il faut bien comprendre que tu n'exagères pas. Quand on dit que Yokozuna est parti en courant, c'est que Yokozuna, il a couru du ring vers les backstage, quoi. Genre, il a fait un jogging, quoi. Mais vraiment, Moi, j'étais estomaqué. il voit le cercueil et il est plus là. Ouais. Immédiatement. Alors, il se passe rien de plus, par contre. C'est fini. Le segment est fini. Le match Donc. était très moyen, mais l'angle de fin, moi, j'ai trouvé très bon. Bah, l'angle est très bon si ça mène à Undertaker contre Yokozuna. Mais là, tu te dis pourquoi ça? Bah, rétrospectivement, on sait un peu dans quelle direction ça va. À ce moment-là du show, on sait pas trop. Oui, c'est ça. C'est que franchement, c'est difficile de s'impliquer. Alors oui, Yokozuna a peur des cercueils, on le sait, ils sont déjà affrontés. Mais bon, bref. Là, moi, franchement, je suis spectateur à ce moment-là. Je suis perdu. Je suis perdu. Pour le robot, Vince et Jerry Lawler nous expliquent les règles, mais en fait, ils nous expliquent pas les règles. Ils nous disent juste que ça va comporter 4 équipes. Oui, ils font juste la liste des catcheurs. Oui, mais en 4 équipes. Mais alors en 4 équipes, présentes au même moment, pas présentes au même moment, on ne sait toujours rien. Le seul indice qu'on connaît, c'est que maintenant, il y aura 4 équipes. Moi, ma compréhension initiale du truc, tel que c'était présenté, c'était que ce serait un 4 contre 4. 4 contre 4? Ouais, 2 équipes contre 2 équipes. Ah oui, voilà, mais oui, bah du coup, c'est pas ça, oui. Mais oui, moi, franchement, j'avais même pas compris ça, pour te dire la vérité. Je n'ai aucune idée, je me suis dit, enfin, aucune idée. On va passer. Je Vas-y, pense qu'on passe. découvrira le Raw Ball quand il aura lieu. Mhm. Ouais, interview de Razor Ramon juste après le match, qu'il a pas l'air du tout perturbé par ce qui vient de se passer. Il fait une petite promo sur Goldust en disant qu'il est amoureux de lui et que c'est tout à fait normal s'il le trouve beau, s'il le trouve sexy, mais par contre qu'il ne mange pas de ce pain-là. Il a dit Goldust, il a le droit d'être ce qu'il veut, promo pleine de tolérance, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais tant que ça me concerne pas, tant que ça me touche pas. Donc le doc, un petit peu curieux, veut savoir, il lui dit vas-y, tu veux pas me montrer la lettre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la lettre. Tu veux pas montrer ta bite? Et là, voilà, ça c'est Goldust qu'il aurait pu lui dire, tu vois. Ok. Et Razor Ramon lui répond dans un truc qui va vraiment montrer la teneur de tout ça. Il dit je te la montre en coulisses si tu veux, parce que c'est pas pour les enfants, je peux pas te la montrer à la télévision. Donc là, laisse place à ton imagination pour savoir ce que Goldust a écrit à Razor Ramon. Ouais. Et là, comme il y a 2 semaines, sorti de nulle part, parce que franchement, on n'en a pas parlé dans le show, on a une vidéo qui ressemble un petit peu à celle qu'on avait vue il y a 2 semaines, une vidéo d'hommage à Shawn Michaels, avec les violons, avec des petits effets absolument savoureux. Et là, franchement, si tu vois le truc comme ça sans contexte, c'est absolument certain que tu te dis qu'il est mort. Est-ce qu'on est d'accord? On est assez d'accord, c'est vraiment un clip hommage, quoi, fin de trajectoire. Là, c'est exactement un clip que tu pourrais passer à Raw en 2019 quand un tel est décédé, etc. etc. Là, c'est le mec est mort, on lui rend hommage. C'est vraiment comme ça que j'ai lu ce truc. C'était vraiment musique de... En plus, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai regardé ce Raw juste après être allé au gym. Et quand je suis allé au gym, il y avait la télé qui était allumée. Et c'était de 18h à 19h sur une chaîne un peu musicale, je sais pas quoi. Il y avait une battle des années 90, Maria Carey versus Céline Dion. Ouh. Et comme Tu es pour qui déjà? Tu es pour qui? Je dirais... J'ai pas vraiment de préférence, mais si je donne un point à ma chanson préférée sur chaque battle, je pense qu'à la fin c'est plutôt Maria Carey. Ah voilà, c'est la seule réponse qui collait. Mais c'était assez sympa parce que comme je suis toujours très, très profondément dans mes pensées, je m'entraîne plus avec de la musique depuis quelques temps. Donc j'avais ça en fond et après je regarde ce Raw et j'avais l'impression d'être
de nouveau sur c'est musique pour les petites midinettes des années 90. Enfin, vraiment, on est en plein feu de l'amour, quoi. Ouais, et oui, c'est la dernière image du show, quoi. On Oui. quitte de la même façon que la Ouais. dernière fois, On finit avec la même on image. finit l'année là-dessus. Oui, c'est ça, vraiment, on a hâte de revenir chez les dépressifs anonymes, quoi. Et c'est surtout, c'est la même chose que la dernière fois. La dernière image, c'est la même, où Shawn Michaels a sa petite veste pélé là, et on le voit partir avec Par dos. contre, Goldust, il dirait autre chose, hein. Bon, voilà, fin de Raw. Oui, en plus, c'est vrai, tu as tout à fait raison. En sachant que c'est le dernier de l'année, ouais, c'est une image étrange. Enfin, c'est un choix pour le moins étrange de finir le show là-dessus. Ouais. Mais bon, peut-être que Nitro sera mieux. Eh bien, Nitro. Attends, je regarde mes notes. Je me souviens plus. On est à Augusta, en Géorgie. Exactement. Ah, t'as fait ta petite recherche et tout. Les Ils le Masters disent. les Masters de golf. Le Master de golf. Ok. On est devant 8100 personnes. Grosse foule de nouveau. Oui. Et on est devant, au niveau des téléspectateurs, donc 2,7 millions, comme j'avais dit en début d'émission. Le show commence avec un angle qui a toujours défrayé la chronique et que moi, personnellement, et encore je maintiens après l'avoir vu, je trouve ça ridicule. Oui. Alan Bah, Drabble, c'est un moment de légende quand même, mais dans l'exécution, c'est très décevant. malaisant, comme disent les Jones. Oui. Alondra Blaze, championne féminine de la WWE, que l'on a vu la dernière fois juste avant les Survivor Series ou juste après. Juste après, je crois. Ouais. Oui, c'était le lendemain des Survivor Series, il y avait le match à 4 là. Voilà. Qui maintenant s'appelle Medusa. Maduse. Medusa, c'est pas une méduse? Ah, Maduse. C'est pas Medusa, une méduse? Euh, Tu veux vérifier? Bah, une méduse, c'est même pas ça. C'est comment on dit? C'est water quelque chose. Water Méduse. Non. Water cunt. Oh là là! Oh là là, il parle, Oh là il là, parle pas bien anglais, hein, dis donc. Et On donc, arrête le match. On arrête le match. c'est dans cet angle que Medusa met la ceinture WWE à la poubelle en direct à la WCW. Oui. Ah non, Oui. c'est Jellyfish, une méduse. Oui. Donc oui, moi je maintiens, j'ai toujours trouvé cet angle ridicule et il n'a absolument pas apporté ce qu'il était censé apporter, ni même ce qu'il est censé représenter, je trouve. Oui, et en plus, alors déjà le moment est plutôt, déjà Madusa elle est nulle quoi. Enfin au micro c'est pas bon. Donc déjà le moment en lui-même est raté, mais après la façon dont il est vendu, c'est raté aussi. Oui, Parce surtout que que Steve McMichael, juste après, il appelle c'est son ça. pote le frigo, machin Oui. truc. Oui, vas-y, parle-nous un peu du frigo. Ah bah moi je connais pas, hein, il a participé, la seule chose que je connais de lui, c'est qu'il a participé à la Battle Royale de WrestleMania 2. Oui, voilà, non, mais c'est juste, mais l'idée de sa présence, c'est que, donc là, t'as Madusa qui vient pour un moment d'histoire, la ceinture WWE jetée à la poubelle, même si c'est raté, c'est quand même une déclaration de guerre, ça a un vrai sens. Et le seul truc que trouve à dire Mongo Michael à la seconde après, c'est, il y en a marre de voir des catcheurs intervenir dans cette zone de la table des commentateurs. Donc je ramène mon pote, ancien joueur des Chicago Bears, William le réfrigérateur, pour faire un petit peu bodyguard, pour faire le garde du corps du lieu. C'est le seul truc qui sort de ça, en fait. Ah, c'est de la merde. Oui, voilà. Ouais. Par contre, le pull du réfrigérateur est formidable et ça m'a vraiment fait penser à Bill Cosby et à toutes ces merveilles du Cosby Show. The Law. Je pense qu'il n'y a que moi sur cette planète qui comprend la référence. Ouais, c'est vrai. Alors, premier match de la soirée, c'est Ric Flair contre Eddie Guerrero qui est déjà dans le ring. Eddie Guerrero. Ouais. Une vraie star. Et c'est ce soir que l'on utilise le terme pour la première fois concernant Starrcade, que ça va être la World Cup du wrestling. Oui. Parce qu'avant c'était WCW, New Japan avec des Japonais, machin, mais là c'est officiellement la World Cup of Wrestling. Ça promet. Quand Eddie et Ric Flair sont face à face dans le ring, debout, oui, tu te rends compte, putain, de la différence flagrante de gabarit, quoi. Oui. Parce que Eddie Guerrero, c'est plus moi, hein, un peu plus gros quand même, on va dire. Ouais. Mais bon, non, je crois qu'il était quand même un peu plus petit, il devait faire 1m70, 72. Mais Ric Flair, tu vois que c'est un homme, quoi.
Oui. Alors que Ric Flair, Oui, pareil, il a pas l'air très. voilà, face Oui. à tous les mecs des années 90 avec qui il est dans le ring, il fait pas non plus gros monstre, quoi. Bah, quand tu as les deux mondes face à face, c'est terrible. Moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment. Je me suis fait exactement la même réflexion que toi, et ça m'a rappelé un moment qui est peut-être pas historique, mais ça m'avait choqué. C'est que je sais pas si tu te rappelles, Matt Hardy. Du coup, Matt Hardy, gabarit totalement lambda, voire petit à la WWE. Je me rappelle Ça du dépend de show. l'époque, quoi. Oui, enfin, en tout cas, oui. Il y a 20 ans. Bah, oui, voilà, c'est ça. Et je me rappelle du show où il avait fait ses débuts à la Ring of Honor. Et tu le vois dans le ring avec les stars de la Ring of Honor de l'époque, et tu te dis, mais c'est un géant, le gars. Ouais. Tu t'es dit, putain, en fait, tous ces gens sont des nains Mm. complets. Parce que là, Matt Hardy a l'air du Big Show dans le ring avec eux, quoi. Bah les mecs indie encore aujourd'hui, ils sont tout petits, quoi. Oui, Enfin, en oui, général. donc là, c'est vrai que c'est pareil. Ric Flair, qui a jamais l'air impressionnant dans le contexte de la WCW, c'est une machine à côté d'Eddie Guerrero, quoi. Ouais. D'ailleurs, je me demande comment Ric Flair est encore vivant. Alors, on enregistre ce podcast près de 3 Ouais, mois avant, donc Moi, j'espère. je touche du bois. Je touche du bois, c'est vraiment horrible. Non, mais c'est vrai, parce que bon, on sait pas. Hein. Oui, bah écoute. Parce que je sais pas combien de matchs il a fait dans sa carrière, 10, 15 000 peut-être. Autant qu'il a fait de l'amour à des femmes. Ah, je pense qu'il a plus souvent fait l'amour que de catch. Bah, il a annoncé 20 000 dans une interview récente. C'était ça la référence. Attends, 20 000 pénétrations ou 20 000 femmes? Il a dit 20 000 femmes. Oui, mais bon, ça évidemment, c'est pas possible. Tu fais le ratio, c'est impossible. Et en quoi 20 000 pénétrations, ça rendrait le truc différent? Bah, parce que tu peux avoir une seule femme et 20 000 pénétrations dans ta vie, quoi. Ah oui, d'accord, dans ce Tu peux sens-là. faire Non, 20 non, 000 il a dit. fois l'amour à la même femme. Mais faire une Ah fois non, l'amour à oui, 20 000 oui. femmes, il te faut du temps quand même. Oui, non, il avait dit 20 000 femmes, oui. Mais après, je pense qu'il y a plein de moments où il y a dû en avoir quelques dizaines en même temps. Après, si on compte les tétés ou une langue, d'expérience, je peux te dire que c'est possible. Toi, t'en es déjà à combien, là? Oh là là, moi je suis... Ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Eh ben écoute, 20 000 femmes, ça fait une par jour pendant 55 ans. Ouais. Et alors, Ric Flair, il a quoi? Il a 75 ans? Oui, non mais c'est pas possible. Mais non, mais une par jour pendant. Mais il y a des moments où il devait s'en taper 10. 10. Non mais... Mais oui, mais évidemment. Mais c'est un horseman. Allô? Ouais. Donc en tout cas, quand il se prend un drop to hold, il s'explose les genoux qui n'ont pas de protection. Et je me suis dit qu'en 10-15 000 matchs, je sais pas comment il fait, quoi. Ouais. Ses atémies, je ne m'en lasserai jamais. Oui, aussi. Il pousse Eddie qui est sur la 3e corde. Eddie tombe à l'extérieur du ring. Il se fait mal au genou, même s'il s'attrape d'abord le mauvais genou. Ouais. Il se prend le genou gauche et puis après... Ah non, merde, le finish c'est figure fort, donc il faut que je me tienne le genou droit. Ric Flair en profite lorsque Eddie remonte dans le ring. Il triche avec les cordes pendant la figure fort et Eddie Guerrero tombe dans les pommes. Il n'abandonne pas. Eh bien, je me suis dit que l'idée de le faire perdre sans qu'il abandonne, c'est cool, mais j'en mets ma main au feu, que ça va pas du tout être capitalisé dans les semaines à venir. C'est ça. Alors, il faut préciser quand même que c'est pas c'est pas comme Austin à WrestleMania 13, tu vois, il s'est pas évanoui juste, il s'évanouit et du coup, il est compté 1, 2, 3. Voilà. Avec les épaules au sol, oui. Voilà. Donc, j'ai trouvé le booking et le match bon, vraiment bon. Mais je pense que l'essence du truc ils n'en auront pas profité dans les mois à venir. Après, on a une interview des Four Horsemen. Arn Anderson nous reparle de Paul Orndorff la semaine dernière, donc on rappelle qu'ils ont mis un terme à sa carrière suite à un pile driver directement sur le béton. Et là, le petit nain habillé en jaune, le Taskmaster, arrive. Et plus je le vois, plus je me dis qu'il est on ne peut plus ridicule avec son maquillage, quoi. Oui, et puis le peignoir jaune poussin et tout, ça n'aide pas. Hein. Ouais. Donc ça chauffe pas mal entre les heels quand même. Là, J'ai pas compris ce segment. Moi non plus, mais j'ai bien aimé le fait que ça chauffe entre des heels, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qui vient faire chier les Horsemen? Il les a jamais. Pourquoi il vient là en disant la thématique de la venue de Sullivan, c'est de dire attention à Brian Pillman, j'aime pas trop Brian Pillman. Bah oui, alors peut-être qu'il sent que la suprématie de sa faction du Dungeon of Doom est menacée par la suprématie des Four Horsemen qui peut s'annoncer dans les semaines et dans les mois à venir. Oui, c'est très cohérent, donc ça n'a pas de sens pour la WCW. Voilà. Mais sinon, oui, objectivement par rapport à ce segment, ça n'avait aucun intérêt, aucun sens. Mm-hmm. Ensuite, on bascule en pleine science-fiction. On retourne à la table des commentateurs. On parle de Starrcade, blablabla. Et de nouveau,
Alors, bonjour le frigo, hein, parce que le frigo est censé être... tu vois, il y a une nana qui est intervenue en début de show. McMichael a dit, bon, je ramène mon copain qui fait 2,5 m, 140 kg pour faire garde du corps. Mais 10 minutes après, on a quand même un autre bonhomme qui vient intervenir à la table des commentateurs. Et quel homme. Donc la table des commentateurs, pour le moment, on a vu du Macho, on avait du Taskmaster, on avait du Sting, on avait du Flair, on avait un petit peu de tout, quoi. Les gens importants. Ouais. Là, c'est le sergent Craig Pittman qui vient. Donc déjà, on se dit, d'où tu sors, mec? Mais non seulement ça, mais il s'adresse à Bobby Heenan, car il voudrait qu'il devienne son manager. Mais pas pour rien. Il veut qu'il devienne son manager pour devenir champion du monde. C'est-à-dire que le mec, là, il joue en moins de 13. Et puis, il envoie un SMS à Didier Deschamps pour être convoqué pour l'Euro, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, la même semaine, on a Buddy Landel à la WWE et on a Sergeant Craig Pittman à la WCW qui veut être champion du monde. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde du catch. Oui, en plus dans l'exécution c'est terrible parce que il parle pas dans son micro, donc toi tu es devant ta télévision, tu n'entends pas 3 mots sur 4, ouais. Au point que Eric Bischoff est obligé de prendre le micro de ses mains en lui disant attends je vais te le tenir parce que là tu fais de la merde. Et les mecs s'en battent les couilles en plus. Oui, complètement. Heenan l'envoie un petit peu chier gentiment, quoi. Mais il lui dit, je vais quand même te renseigner, je vais quand même t'orienter vers les bonnes personnes. Voilà, genre, je connais du monde. Moi, je suis trop bon pour toi, mais il y a peut-être d'autres prestataires de services qui seront plus de ton niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, Lex Luger contre Marcus Alexander Bagwell. Et là, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je me suis fait la réflexion. Pourquoi il a pris ce nom à rallonge, quoi? Oui, le Alexander étant trop. Oui. Voilà. Tu te trouves pas? Je pense qu'il devrait mieux s'appeler Buff, je sais pas ce que tu penses. En plus, t'as vu comme il est musclé, moi j'ai envie de dire que c'est un buff le mec. Hein. Ouais, Buff Bagwell, ça sonne vraiment bien. Je pense que il devrait y songer. Victoire rapide de Luger avec le torture rack. Ouais, point. Ouais. Ça fait 2 semaines de suite que... Non, ouais, c'était quand le match contre Luger, je sais plus. Mais bref, c'est Luger dans des matchs insignifiants. Oui, mais au moins, par rapport à la WWE, les big names WCW, on les voit dans le ring chaque semaine. C'est vrai. Flair, Sting, Luger, Hogan, etc. Les mecs sont là toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas à la WWE. C'est vrai. Ensuite, on a une interview de Jimmy Hart et Lex Luger. Mm-hmm. J'ai arrêté quand il y a le Taskmaster et Jimmy Hart, j'arrête d'écouter. Moi, c'est la première fois, dans mes notes, je n'ai pas pris de notes. Bah voilà. J'ai marqué interview Hart et Luger. Exactement. Moi, j'ai même pas mis « et ». Ouais, voilà. Voilà. Là, je t'ai dit, j'ai lâché, moi. Parce qu'en fait, ça, on s'embrouille. Si tu commences à écouter, tu vas commencer à essayer d'analyser, de comprendre, d'interpréter. Et en fait, là, tu t'embrouilles complètement. Mm-hmm. Oui. Alors on préfère le programme de Saturday Night. Saturday Night, voilà. Oui. Avec des matchs qui m'excitent encore moins que cette interview. Il y en a un qui est particulièrement alléchant quand même. Il n'y a pas le Cobra et le... je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est Pittman contre le Cobra. Ah voilà. Ça. Ouais. La première étape du Tour de France vers le championnat du monde. Ensuite, on a Sting qui affronte Benny Hill. Ah oui, exactement. C'est très juste. Alors là c'est très juste. Là, c'est Benny Hill qui a rien mangé. Il est juste allé au resto, quoi. Voilà, donc Benny Hill, pour la blague, c'est Bobby Eaton qui ressemble vraiment à Benny Hill dans cet accoutrement d'aristocrate anglais. Ouais, qui joue quand même plutôt bien. Il fait l'effort. Il fait l'effort. He makes the strongs. Oui. Pendant le match, Bischoff nous parle de Starrcade et il nous mentionne que Kensuke Sasaki est le champion US actuel. Ouais. Et donc là, je me dis, merci les mecs. Ouais. Non seulement on l'a vu catcher contre Chris Benoit il y a 3 semaines, voire 4, je sais plus précisément, pendant 3 minutes, ou 2 minutes 30. Mais le mec est un champion d'un titre que d'ailleurs on n'a jamais vu à la télé depuis le début de la Monday Night War, il faudra le rappeler. Attends, alors Sting le défend. Ah si, au tout début peut-être. Contre Ric Flair, je crois que le titre, dans le premier Nitro, je crois que le titre est en jeu. Peut-être, tu m'as peut-être bien fait mentir, tu as raison. Oui, je crois. Mais bon, du coup, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça c'est la réalité. Parce qu'on est le 18 décembre, on rappelle. Voilà. Donc on n'a aucune idée des ceintures, et ça revient à ce que je te disais la semaine dernière, genre les American Males, je sais pas quand est-ce qu'ils ont perdu leur ceinture, quoi. C'était très probablement un pay-per-view, mais on sait pas, on nous montre aucune image, ou alors on a oublié tellement c'est perdu dans le tumulte, quoi. Oui,
Ouais. Pendant le match, il y a un groupe qui est face caméra, qui est complètement survolté. Tu sens que c'est un peu des smarts et ils essayent de lancer une Ola, alors qu'ils sont, allez, on va dire 8. Et tu vois qu'ils se lancent la Ola entre eux. C'est-à-dire que la Ola fait 4 sièges, tu vois. Mais c'est drôle parce que eux passent une bonne soirée. Hein. Pendant Sting, Bobby Eaton, ils s'amusent. Hein. Oui. Bon, le match dure pas des plombes non plus. Hein. Sting gagne assez rapidement avec son splash et le Scorpion Deathlock. Mhm. Ensuite, interview de Sting, qui dit que Je il me va prends déjà la tête. Allez. tout faire pour devenir champion pour la 6e fois. C'est un bon programme. Voilà. C'est fini? Ouais. Ouais, d'accord. Mais parce qu'il parlait du triangle match qui est quand même très confus avec ça va changer si... Bon, voilà. Oui, mais parce qu'après, on enchaîne direct avec Savage contre le Giant. Il y a une petite... Alors, ça m'a fait sourire parce qu'on en avait quand même bien ri dans les épisodes précédents. Tu as une petite pub pour la cassette de Halloween Havoc où on a encore le plaisir d'entendre Machine contre Machine. Oui, je l'ai noté. Voilà, c'est quand même... on s'en souviendra de celui-là quand même. Donc, on a le... Est-ce que c'était celui d'il y a 2 semaines ou c'est celui-ci? On a le numéro 1 ou le numéro 2 des plus gros matchs à Nitro depuis le début de la Monday Night War. Oui. Oui, largement, peut-être même le plus gros, oui. Mais 0 build. À part la semaine dernière, on a dit « Ah ouais, au fait, semaine prochaine, hein, Macho Man Giant pour le titre. » C'est ça. C'est ça. Genre, aucune emphase, quoi. Mais c'est toute l'histoire du Macho Man, en fait. C'est-à-dire que là, il est champion, mais tous les projecteurs sont sur tout le monde sauf lui, en fait. Mais pourtant, l'essence même de ce match, c'est que ça peut complètement chambouler Starrcade. Mhm. Donc c'est même pas... Non seulement ils font pas la promotion d'un match pour le championnat du monde, mais en plus, ils ne disent rien sur le fait que ça puisse complètement changer la carte de Starrcade. Ouais. Par contre, effectivement, le match quand il arrive, ça fait vraiment, vraiment star, quoi. Avec la grande salle, 8000 personnes, ça fait beaucoup plus star que les catcheurs de la WWE. Oui. Oui, et puis c'est vrai, les gens l'aiment, quoi. Malgré son utilisation, même si son personnage est pas du tout intéressant, il a pas été intéressant une seule fois depuis le début de Nitro, ça reste le Macho Man et il surfe sur ça, tu vois. Il surfe sur son nom et les gens sont quand même complètement fous de lui. Ouais. Alors il arrive un petit peu au début du match à être plus rapide que le géant, mais ça va pas durer très longtemps. Et il y a notamment le Giant qui rate un splash de la 3e corde. Ouais, mais comme s'il plongeait dans une piscine, quoi. Il met les mains en avant. Non mais donc le Giant, donc le Big Show est debout sur la 3e corde, il fait un plongeon dans le ring, quoi. Mm. Et suite à ça, Macho Man suit avec un elbow drop. Explosion de la foule, mais explosion, quoi. Oui. Sauf que le Giant se dégage. Comment se dégage-t-il? Il se dégage comme l'élimination du Macho Man au Rumble 93. Où le Macho Man va un peu plus haut encore. En bench press, quoi. Comme un développé couché, quoi. Oui, il le jette à 1m50 de hauteur. Ouais. Donc l'ambiance était assez moyenne, on va dire, mais depuis ce coup de coude, là, c'est la folie absolue. Oui. On sort à l'extérieur du ring, le Giant enlève les tapis, et il tente une souplesse sur le Macho Man qui, finalement, au lieu de suivre son mouvement et de tomber sur le plancher de ciment, eh bien, il atterrit sur l'apron et il remonte dans le ring. Le géant aussi remonte dans le ring, et il fait un chokeslam. Allez, c'est parti. Ah bon? Allez, courage. Ok. Donc, vas-y. Je donne le positif d'abord. Il y en a? Bah, c'est que c'est la folie absolue dans la foule. Oui, ah oui, bah oui, bon, ça avec les mecs présents, oui. Vas-y. Là, c'est un délire. Enfin, franchement, c'est tellement flagrant la différence d'ambiance entre WCW et WWE, ça en fait mal au cul, quoi. Sauf que Hulk Hogan arrive avec une chaise et il frappe le géant. Il est toujours en sursis, Hogan. Hein. Oui, mais là, bon. T'as hurlé dans le micro. C'est vrai? Ouais. Ah non, mais je sais pas. Mais ouais, non, mais cette histoire de sursis, d'avertissement, ça n'a rien apporté à rien, quoi. Ouais. Le Big Show, le géant, fait quand même une leg drop hein, pour le tomber après le chokeslam. Oui, exact. Petit pied de nez. Exact.
Donc Hogan frappe le géant avec une chaise à de nombreuses reprises, et pour une fois, il met les coups. Hein. Mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois, bon, tu vois là. Les arbitres, il y a des arbitres qui arrivent, il s'en fait aussi quelques-uns. Ouais, toujours pas d'avertissement. Toujours pas. Bah là, les sanctions tomberont un petit peu plus tard suite au conseil de discipline, je pense. Oui, on verra. Et là, enfin, depuis quelques semaines où la foule était un petit peu en deçà, la foule commence vraiment à chanter son nom. Bah, c'est parce que c'est un peu comme John Cena, tu vois, c'est-à-dire que les gens en ont marre de Hogan, mais par contre ils veulent voir ce Hogan avec un petit twist, tu vois, un petit côté, il montre plus de personnalité, soit un peu moins gentil tout le temps, etc., tu vois. Oui, mais là, quand Hogan arrive avec sa chaise, la foule explose, il défonce tout ce qui bouge, c'est de nouveau la fin parfaite. Oui. Sauf que non. Je sais plus s'il y a une pub maintenant ou après, mais dans tous les cas, on attend que la foule soit complètement calmée pour faire une petite promo. Ouais. Interview d'Hogan dans le ring. Donc Hogan est en sursis, là il risque vraiment de se faire virer, mais je m'en branle de cette interview à ce moment-là, putain, je m'en branle. C'était tellement bien la fin de ce match. Putain, oui. Le géant revient en plus. Hogan il continue qui accompagne le géant, excuse-moi? Je vais pas noter. Eh bien, c'est quand même intéressant vu ce qui s'est passé avant. Il est accompagné par Kevin Sullivan et le sergent Pittman. Ah oui, c'est vrai. Qui donc apparemment fait partie du donjon maintenant. Sauf que non, on verra la semaine prochaine. C'est ce que tu te dis à ce moment-là en tout cas. Oui, c'est ce que tu te dis à ce moment-là. Donc Hogan frappe des mecs un petit peu au pif, et puis grosso modo il dit que Macho Man lui doit un match pour le titre. Et que la semaine prochaine, donc on est encore avant Starrcade, il y aura un match Savage contre Ric Flair. Pour le titre. Je sais pas si c'est précisé. J'ai mis dans mes notes. C'est pour le titre. C'est précisé. C'est Macho Man contre Ric Flair pour le titre. Ric Flair qui lui-même est dans un match pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre la semaine d'après son match pour le titre. Donc depuis 3 mois, on a quasiment aucun match de titre à Nitro. Toute l'emphase est mise sur les pay-per-view, l'affrontement pour le titre lors du pay-per-view. Là, à Starrcade, on a justement un parcours très chaotique pour Macho Man avec 3 défenses de titre en 4 semaines avant le pay-per-view, mais on n'en fait rien. Oui, en plus, tu parles de parcours chaotique, mais dans le show Starrcade, il y aura donc le match triangle. Macho Man affronte Tenzan et affrontera aussi, si mes souvenirs sont bons, le vainqueur du match triangle. Oui. Ouais, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On ne comprend pas ce qui se passe. En plus, cette histoire de World Cup, et je te confirme déjà, j'ai déjà regardé l'épisode du 25 décembre, on nous explique absolument pas qu'est-ce qui va déterminer qui va gagner la World Cup. Est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est... J'en sais rien, tu vois. D'accord. Moi, j'ai pas encore regardé la suite, mais j'ai hâte. On sait pas. Et donc Macho Man, qui a un agenda très chargé la semaine prochaine, lundi et mercredi, eh bien il dit à Hogan qu'il lui donnera après Starrcade son match de championnat. Oui, il y a un détail qui en dit long sur la façon dont est considéré Macho Man et surtout Hulk Hogan dans cette fédération, c'est que Macho Man est champion depuis la 3e guerre mondiale, c'est-à-dire un mois, oui, j'allais dire 3 semaines. Il y a encore le nom de Hulk Hogan sur la ceinture. Oui, ils le disent dans les promos, quoi. Oui, mon nom, il est toujours à la ceinture. Oui, I know. Mais pourquoi il le fait pas changer immédiatement? Je veux dire, les mecs, ils arrivent à écrire Rafael Nadal en 1 minute 30 sur le trophée de Roland Garros, tu vois. Effectivement. Donc oui, ça en dit long sur la considération du Macho Man dans tout ça. Exactement. Mais je pense que niveau achat de pay-per-view, parce qu'on n'aura pas de pay-per-view au mois de janvier à la WCW. Il y aura que le Royal Rumble. Donc ils vont s'affronter théoriquement à Super Brawl numéro 6. Je pense que niveau taux d'achat, ça risque de booster quand même. Ouais. Parce que la foule est quand même survoltée. En regardant mais de toute façon, quand ça concerne Sting, Macho Man, Hogan, c'est la folie à chaque fois à Nitro. Hein. Donc c'est là-dessus, on termine cette émission 5 minutes trop tard. Aïe. Alors je comprends qu'il faille un petit peu construire le futur Macho Hogan, mais on peut très bien le faire la semaine prochaine
ou la semaine suivante. Le pay-per-view il aura lieu en février, attendons, enfin, Oui. là on avait la deuxième fin parfaite en 2 semaines. Oui, non, c'est sûr que là, mais de toute façon, comme dit, Starrcade, il faut vraiment le savoir que c'est leur show le plus important pour le comprendre, en fait. Il n'y a aucun moment où ils te le présentent de cette façon-là. Ah là, en 95, c'est pour moi, c'est In Your House 2, quoi. Oui, en plus, tu l'avais dit, il faudrait reprendre les chiffres, mais en plus, il n'est pas du tout acheté plus que les autres, ou peut-être même moins, des fois. Eh bien, c'est le pay-per-view le moins acheté depuis le début de la Monday Night Oui, War. voilà, mais c'est le moins hypé aussi, tu vois. Enfin, c'est quand même assez mathématique, il y a pas d'emphase sur le truc. Et quand il y en a, c'est super confus, parce que le match triangle, je sais même pas qui est dedans maintenant. Alors que ça fait un mois, dont ils en font la promotion depuis un mois, et on sait pas qui est dedans. Eh ben, tu peux pas savoir, parce que tant qu'il n'y a pas encore eu le match la semaine prochaine, Oui, voilà. on ne peut pas Oui, savoir. mais l'idée de si lui gagne, si A gagne, alors B sort du match triangle, si B gagne, alors on insère C dans le match triangle, c'est insupportable. A carré plus B carré égale C carré. Insupportable. Eh bien, c'est sur l'insupportabilité de ce Nitro qu'on va terminer ce 16e épisode de la Monday Night War. Je vous donne rendez-vous en compagnie toujours de Dimitri la semaine prochaine pour le 17e épisode qui sera un petit peu particulier pour 2 raisons. La première, c'est que ce sera le jour de Noël, le 25 décembre. C'est une bonne raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il n'y aura pas de Raw. Il n'y a pas eu de Raw le 25 décembre 1995. Il n'y aura que un Nitro. Donc ce sera un petit épisode. Mais on a quand même décidé de vous faire le Nitro et de pas sauter cette semaine. Ah oui, non, il faut, comme dit, entre 2 parts de dinde, un petit épisode de Nitro. Entre 2 parts de dinde, une petite escalope. Oui, comme un cuisseau, comme disait... Comme disaient mes ex. Ah comme disait Guy Auret. Ah ouais, le cuisseau. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout, parce que, comme d'hab, si vous entendez cette phrase, c'est que vous avez eu le courage de vous taper les 47 minutes de conneries en compagnie de Dimitri, que je remercie comme toujours. Ouh là là, merci beaucoup. Oh bah écoute, avec un grand plaisir, et puis bah je te souhaite de joyeuses fêtes du 24, et puis on se retrouve le 25 avec plein de cadeaux dans la hotte, et le plus beau cadeau que nous pourrons offrir aux abonnés de la clinique, c'est de se taper le Nitro du 25 décembre 1995. Donc d'ici la semaine prochaine, soyez sages, surveillez bien la cheminée, les chaussettes, et surtout, regardez du catch 24h sur 24. Allez, bye bye. Yeah.